La principale différence entre les psychédéliques et les produits pharmaceutiques est vraiment très simple. Les produits pharmaceutiques sont destinés à traiter quelque chose à sa surface, sous la forme d'une gestion temporaire des symptômes, alors que les psychédéliques se concentrent sur le cœur plus profond du problème et visent à éliminer de façon permanente la cause profonde. L'utilisation des psychédéliques pour la guérison n'est pas nouvelle. Les humains utilisent des plantes et des champignons visionnaires comme médicaments depuis des milliers d'années. Nous en voyons des exemples aux quatre coins du globe, de l'Égypte ancienne aux Aztèques, en passant par l'Antiquité grecque. Il existe même une théorie croissante selon laquelle l'Homo sapiens a développé un plus gros cerveau et un niveau de conscience plus élevé parce qu'il a consommé des champignons à psilocybine pendant des centaines de générations. Bien que la plupart de ces rituels de médecine végétale aient été remplacés par la médecine occidentale, les psychédéliques révèlent qu'ils peuvent être incroyablement efficaces pour résoudre nos problèmes de santé actuels. Par exemple, la psilocybine cubensis, également connue sous le nom de champignon magique, s'est avérée être un agent puissant pour guérir la dépression, l'anxiété et la dépendance lorsqu'elle est utilisée délibérément avec l'intention de guérir. Depuis les années 1960, la psilocybine est largement considérée comme une drogue de fête, utilisée par les jeunes lors des festivals de musique et des cercles de tambours hippies. C'est cette stigmatisation qui a fait que les champignons et la plupart des autres psychédéliques ont été classés dans la catégorie des drogues hautement illégales les plus dangereuses, dont la possession est un crime en vertu de la loi fédérale et peut vous valoir 20 ans de prison. Ainsi, au cours des 60 dernières années, les bienfaits médicinaux des champignons n'ont pas été pris en compte et ont été remplacés par l'essor des grandes sociétés pharmaceutiques qui ont profité d'une population perpétuellement malade. Mais les choses changent, et heureusement, la science ouvre la porte à la recherche psychédélique et à de nouvelles possibilités. Après des décennies de stigmatisation et de résistance, le fossé entre l'esprit et la science se referme. Mais avant de considérer les psychédéliques comme le remède universel aux troubles mentaux, nous devons d'abord comprendre pourquoi ils fonctionnent. Les chercheurs ont découvert que les psychédéliques offrent aux patients la possibilité de s'auto-guérir, en le libérant des limites de sa vision de la réalité et en permettant à la sagesse et à la compréhension de pénétrer dans sa conscience. Avec cette nouvelle conscience, leurs perspectives changent et ils en viennent à voir la source de leur dépression et de leurs problèmes d'une nouvelle manière, en allant au cœur de ce qui causait le problème, en apportant la guérison et le pardon à cet endroit et en les libérant de ce problème. Malheureusement, comme beaucoup d'entre nous le savent, notre système de santé est une industrie comme une autre. Un patient guéri est un client perdu, et cela nous ramène au point de départ. Les psychédéliques sont si efficaces pour traiter les problèmes de santé mentale qu'ils sont mauvais pour les affaires. Une seule expérience avec un champignon peut changer la vie de quelqu'un pour toujours, ce qui est formidable pour le patient, mais ne fait rien pour rapporter de l'argent aux compagnies pharmaceutiques. Peu importe les obstacles qui se dressent sur notre chemin, il est important que nous explorions les états de conscience alternatifs. Il existe un vaste royaume d'amour et de compréhension au-delà de cette réalité de troisième dimension. Si nous voulons savoir comment réparer le monde, nous devons d'abord comprendre comment nous réparer nous-mêmes. Einstein a dit qu'aucun problème ne peut être résolu à partir du même niveau de conscience qu'il a créé. Le reste de l'épisode d'aujourd'hui est tiré de la série originale de Gaïa, Psychédélica. Cette présentation va plonger dans la sphère des champignons à psilocybine. Comment pouvons-nous les utiliser de manière sûre et responsable? Quel message tente-t-il de nous envoyer? Pourrait-il être la solution que notre espèce recherche? Asseyez-vous et profitez de cette présentation éclairante. La psilocybine, la magie des champignons. L'histoire de la psilocybine, communément appelée champignon magique, est longue et controversée. À cause d'Hollywood, des films Disney et du bouche à oreille, les champignons psychédéliques ont acquis une sérieuse réputation. Sont-ils des drogues? Sont-ils des médicaments? Sont-ils sans danger? Sont-ils les clés du paradis ou de l'enfer? Mettons les rumeurs de côté et examinons ce que nous savons à ce jour. Il a été suggéré que les champignons à psilocybine poussaient le plus souvent dans les excréments du bétail, et que ces animaux étaient vénérés et suivis par de nombreux humains et religions depuis des milliers d'années. Il est peu probable que nos ancêtres aient négligé ces champignons et ignoré l'expérience de leurs effets psychotropes.
Quel est exactement le monde mystérieux de l'expérience des champignons magiques? Que nous montrent les dernières recherches scientifiques? Quelles sont les utilisations les plus avant-gardistes et les plus culturelles de ces champignons? Et que pourraient-ils essayer de nous apprendre? Selon certaines hypothèses, ces êtres étranges seraient antérieurs à la race humaine. Ils pourraient être capables de survivre à des voyages spatiaux intergalactiques, et même à une entrée volatile dans l'atmosphère terrestre, flottant depuis des distances inconnues jusqu'à notre planète, notre espèce et nos esprits. Les espèces de champignons sont plus nombreuses que les espèces végétales, et leur mycélium se répand loin sous la Terre pour se connecter, communiquer et intégrer un réseau fractal à travers de nombreuses formes de vie. Terence McKenna a écrit du point de vue du champignon dans le livre « La psilocybine, le guide du cultivateur de champignons magiques ». Je suis vieux, plus vieux qu'on ne le pense dans votre espèce, qui est elle-même 50 fois plus vieille que votre histoire. Bien que je sois sur Terre depuis des siècles, je viens des étoiles. Ma maison n'est pas une planète unique, car de nombreux mondes dispersés dans le disque brillant de la galaxie présentent des conditions qui permettent à mes spores de vivre. Son frère, l'ethnobotaniste Dennis McKenna, retrace l'utilisation historique de ces mystérieuses spores. Les champignons étaient utilisés au Mexique, les champignons psilocybines, par les Aztèques, les Mayas et probablement les Mazatèques et même les cultures plus anciennes. C'est donc là que se trouve l'épicentre de l'utilisation de la psilocybine cubensis qui pousse sur les bousses de vache et qui est un champignon mondialement répandu. On le trouve à peu près dans tous les pâturages dans les tropiques, là où il y a du bétail. Ils doivent donc exister depuis des millions d'années, ou plusieurs centaines de milliers d'années, probablement à proximité des civilisations humaines, des tribus nomades si elles ont du bétail. Mais nous savons aussi qu'il y a des preuves de leur utilisation en Europe, et probablement en Amérique du Sud, peut-être en Afrique, peut-être en Asie. Alors depuis combien de temps sont-ils utilisés? Il n'y a aucun moyen de le savoir, mais j'aime à penser qu'ils sont utilisés depuis très longtemps. Parce que la plupart des psychédéliques classiques nécessitent une intervention humaine, les champignons à psilocybine ont probablement été les premiers psychédéliques à être découverts, car ils poussaient n'importe où dans les tropiques ou les climats subtropicaux, et apparaissaient dans les excréments de grands animaux comme des vaches. Ils pouvaient mesurer jusqu'à 30 cm de haut, avec un chapeau de la taille d'une assiette. Il est probable que la première vague d'expériences liée à la consommation de ces champignons ait fait croire à l'individu qu'il avait été empoisonné. Mais après un certain temps, le phénomène aurait probablement été perçu comme divin, d'un autre monde, et très probablement comme une expérience de mort et de renaissance, une résurrection de la psyché. Lorsque les conquistadores espagnols ont traversé l'actuel Mexique pour explorer de nouvelles terres, ils ont rencontré de nombreux groupes indigènes pratiquant d'étranges rituels. La statue aztèque de Choquipilli, datant du XVIe siècle, trouvée dans le sud du Mexique, portait des gravures de plantes psychoactives sacrées, comme le tabac, le pétunia, ainsi que plusieurs autres fleurs, et la psilocybine comme champignon principal. Selon l'archéologue Stephen de Borrégui, les rituels liés aux champignons hallucinogènes étaient au cœur de la religion maya. Les pierres en forme de champignons des hauts plateaux du Guatemala datant d'au moins 1000 ans avant notre ère auraient été utilisées pour honorer et broyer les champignons séchés avant nous. Certains pensent que ces champignons, ou le champignon de l'ergot de seigle qui pousse sur l'orge, étaient utilisés dans le légendaire breuvage Kickéon des mystères d'Éleusis. La question est, qu'offraient-ils à ces gens? Ils ont retenu l'attention du monde antique pendant 2000 ans, c'est une longue période. Je veux dire, les modes vont et viennent, mais ce qu'ils faisaient n'était pas tout à fait clair jusqu'à Albert Hofmann, découvreur du LSD, Gordon Wasson, qui a apporté les champignons magiques mexicains de la culture mazatèque, et Karl A. Peruk, l'érudit grec. Ils ont passé plusieurs années à faire des recherches très méticuleuses, et ils sont arrivés à la conclusion que la clé était une boisson sacrée qui s'appelait Kykeon. K-Y-K-E-O-N. Elle était administrée dans un moment très important de la cérémonie.
Ces événements mystérieux s'étendent de 1600 avant Jésus-Christ à 392 après Jésus-Christ, jusqu'à ce que Théodose Ier ferme les sanctuaires. La recette exacte n'a jamais été retrouvée, et les derniers vestiges de l'école des mystères ont été démolis par le roi Alaric des Goths, qui a amené une invasion chrétienne pour détruire les anciens sites. Cette invasion fut le début d'un long règne de la nouvelle religion en ville, interdisant l'usage des sacrements végétaux. Maintenant, avance rapide à 1955. Gordon Wasson, qui était un mycologue amateur et banquier de J.P. Morgan, a fait son chemin à la Sierra Mazateca, dans le sud du Mexique, pour visiter une curandera actuelle nommée Maria Sabina. Dans ce village chamanique, Sabina était connue pour soigner sa communauté grâce à de puissants rituels à base de champignons. Elle a accepté d'accueillir Wasson dans l'un des rituels, en lui disant qu'il pouvait prendre des photos, mais aucune ne pouvait être publiée. Il s'agissait de préserver l'espace sacré de ceux qui étaient guéris et de protéger le village contre les étrangers qui en sauraient trop sur leurs rituels. Wasson a donc accepté et a pris des photos privées de Maria Sabina, invoquant les esprits des champignons pour sa guérison. Elle a dit que les esprits dans les champignons, les enfants, sont ceux avec lesquels elle travaillait de concert avec les entités des champignons pour la guérison de ses patients. Alors Gordon est vite allé chercher un photographe et une équipe de personnes et a publié ceci en 1957 dans le magazine Life. Il s'est ensuite rendu dans tous les foyers de l'Amérique moyenne et a lancé le psychédélisme des années 60-70 en disant aux gens que ce champignon existait au Nouveau-Mexique, qu'il modifiait la conscience et qu'il avait une lignée chamanique. Le 13 mai 1957, le magazine Life a publié les photographies de Wasson et l'histoire des rituels de champignons s'est répandue dans le monde occidental. Des foules d'Américains ont commencé à inonder cette petite ville à la recherche de l'expérience la plus stimulante qu'ils pouvaient trouver. Il a été rapporté que Sabina a dit que ça ne marchait pas ainsi. Les esprits des champignons ont aidé à guérir l'humanité de la maladie au lieu de la présenter à Dieu. Mais à ce stade, le monde occidental était hypnotisé par les affirmations faites sur ces champignons et peu après, les études universitaires ont commencé, mais non sans heurts. Il n'y a rien d'intelligent, il n'y a rien d'adulte ou de sophistiqué dans le fait de prendre un trip de LSD. Ils sont juste complètement idiots. Ne pensez-vous pas que c'est mal d'encourager l'utilisation de ces drogues illégales par les étudiants et que cela encourage la violation de la loi? Eh bien, je ne dis jamais à quiconque ce qu'il doit faire de son corps parce que nous parlons ici de la première et de la dernière frontière de la liberté, mon corps. Timothy Leary a fait partie de ceux qui ont mené les premières études sur la psilocybine à l'université de Harvard. 40 ans après ses études, et après que l'interdiction des psychédéliques ait finalement été levée, le professeur de psychiatrie et de sciences du comportement de l'université Johns Hopkins, le docteur Roland Griffiths, a repris les recherches sur la psilocybine. Nous avons commencé nos études en 2000 et je m'y suis intéressé parce que j'avais commencé à pratiquer la méditation et je m'intéressais au changement d'état de conscience. J'étais en fait sceptique quant à l'idée que la psilocybine puisse produire des expériences de type mystique profondément significatives sur le plan spirituel. Et en effet, les données nous ont clairement indiqué que c'était possible. Nous avons choisi la psilocybine, je pense, de manière réfléchie. D'une part, la plupart des gens à l'époque où nous avons commencé ce travail ne pouvaient pas épeler psilocybine, ne savaient pas vraiment ce que c'était, et ils n'avaient certainement pas le bagage culturel que le LSD avait. Le LSD et la mescaline ont une très longue durée d'action, de l'ordre de plus de 12 heures, par opposition à la psilocybine qui est, vous savez, de 4 à 6 heures. Cela en fait un composé beaucoup plus facile à travailler dans un cadre clinique. Le DMT, d'autre part, a une action très courte et peut également être donné avec l'inhibiteur de MAO.
L'inhibiteur MAO fait durer le DMT de 4 à 6 heures, mais la pharmacologie est plus complexe et il est difficile de recevoir l'approbation de la FDA. Cependant, la psilocybine produit des résultats similaires avec beaucoup moins de complexité. La molécule de psilocybine et la molécule de DMT sont très proches l'une de l'autre. Dans un sens, la psilocybine peut être décrite à juste titre comme du DMT actif par voie orale, parce que le DMT n'est pas normalement actif oralement. Même si les molécules sont très similaires, les expériences d'expansion de l'esprit ne sont pas aussi similaires qu'il y paraît. Chaque molécule psychédélique, appelée tryptamine, est structurée d'une manière très spécifique pour déclencher des neurotransmetteurs spécifiques dans le cerveau, ce qui fait que chaque plante psychédélique provoque des effets différents. Et tout dépend des neurotransmetteurs sur lesquels les substances jouent. Le mimétisme de la sérotonine est la marque de fabrique du psychédélisme. La sérotonine permet à la conscience humaine d'assembler la réalité consensuelle que nous habitons actuellement. Et elle nous permet d'avoir un sentiment de soi et d'identité. Les champignons à psilocybine brisent les perceptions rigides de la conscience éveillée normale. La psilocybine semble diminuer fortement l'activité d'un certain réseau du bourdonnement du cerveau, appelé réseau du mode par défaut. Ce réseau est très actif dans des conditions de vigilance et de dépression, et il est désactivé lorsque les gens sont par exemple des méditants de longue durée. Nous pensons que cette zone est en quelque sorte liée à l'identification à soi-même, au sens du soi. Il s'avère que la psilocybine diminue le mode de fonctionnement par défaut, de la même manière que la méditation diminue l'activité de ce centre du cerveau. Ce centre du cerveau est activé dans la dépression, ce qui pourrait expliquer les effets antidépresseurs de la psilocybine. Le fait que l'imagerie cérébrale montre maintenant des résultats similaires entre les avantages de la psilocybine et de la méditation n'a pas seulement confirmé ce que Timothy Leary, Richard Alpert et Ralph Metzner cherchaient dans les études originales de Harvard, il semble également correspondre aux propriétés de guérison des anciennes tribus chamaniques. Les expériences rencontrées lors du trip à la psilocybine sont considérées par les adultes spirituels comme de simples aperçus des domaines supérieurs. Elles ne sont pas nécessaires pour y parvenir, et si elles sont pratiquées de manière irresponsable, elles atrophient nos facultés intérieures qui nous permettent d'atteindre ces états sans les substances. Ainsi, l'utilisation judicieuse des psychédéliques est considérée par beaucoup comme un simple rappel que ces états existent, que la guérison intérieure est possible et que la conscience humaine n'est pas statique, mais un phénomène en constante évolution. Par conséquent, les méditants de longue date et les volontaires à la psilocybine à Johns Hopkins puisent dans leur propre neurologie et perturbent l'identité intérieure qui ne va pas bien. Comment la déstabilisation du sentiment de soi peut être utile à la guérison ? Est-ce parce que la maladie humaine réside dans nos croyances sur nous-mêmes et sur la façon dont nous nous insérons dans le monde qui nous entoure? Pourquoi les mêmes effets sont-ils observés chez les méditants à long terme? Il s'agit d'expériences fondamentalement réorganisatrices que les gens décrivent comme un sentiment d'interconnexion de toutes les personnes et de toutes les choses, un sentiment de sacralité, une valeur de vérité et d'authenticité de l'expérience qu'ils trouvent particulièrement convaincante, une humeur positive, un sentiment d'amour ou de cœur ouvert, une transcendance du temps et de l'espace, puis une autre caractéristique, l'ineffabilité. Ils trouvent qu'il est difficile de mettre des mots sur ces expériences. Qu'elle soit causée par une substance psychédélique, l'acte de méditation, ou qu'elle soit causée spontanément, se rappeler des expériences de type mystique en mots semble pâle, en comparaison avec le sens sous-jacent. Cependant, que l'expérience elle-même puisse être décrite ou non, il a été découvert que les champignons à psilocybine peuvent aider à résoudre un certain nombre de problèmes de santé de niveau épidémique dans le monde moderne. Le spectre des effets thérapeutiques est large. Vous savez, l'anxiété des patients en phase terminale, l'anxiété existentielle pour les personnes en fin de vie, le syndrome de stress post-traumatique. C'est prometteur pour les addictions.
Il y a eu des travaux spectaculaires sur la psilocybine et le sevrage tabagique, ce qui est un peu inattendu, mais c'est très efficace pour le sevrage tabagique. La dépression en est une autre. Les protocoles de la FDA ont évolué là-dessus et la psilocybine peut avoir un effet thérapeutique. Alors que tant de problèmes de santé physique et mentale trouvent de l'espoir dans la nouvelle recherche sur la psilocybine, le fait que la recherche contrôlée par le gouvernement fédéral soit supervisée par quelqu'un qui est ouvert à l'étude et à la cartographie, même du phénomène abstrait qui emplit les gens d'un but et d'un sens, est plein d'espoir pour ceux qui croient qu'il y a plus que ce que l'on voit derrière ces voyages psychédéliques que les gens expriment. Je pense que la découverte la plus convaincante et la plus remarquable dans toutes nos populations est que la psilocybine, lorsqu'elle est administrée dans ces conditions à des personnes qui ont été soigneusement sélectionnées et préparées, et puis reçoivent la psilocybine dans un cadre, comme ici, ils sont allongés sur un canapé et ont un bandeau pour se couvrir les yeux et des écouteurs. Et ils sont en présence de personnes qui ont développé une relation et la confiance avec eux. La grande majorité de ces personnes ont ces expériences remarquables qui, en fait, correspondent à des expériences naturelles de type mystique. Lorsque l'état d'esprit et le cadre physique ont été soigneusement construits pour une expérience de guérison, il y a une abondance de comptes rendus non seulement de l'apparition de la guérison, mais aussi d'un sentiment congruent d'une profonde connaissance intérieure que la guérison est au-delà des seuls mécanismes physiques, qu'un changement universel sous-jacent a lieu, l'être entier, et pas seulement le corps, reçoit la guérison. Et nous sommes plus que ce que nous pourrions jamais concevoir. En fait, nous sommes tous des expressions différentes du même tissu sous-jacent, et parce que ces champignons provoquent ces expériences de manière fiable, l'aspect neurologique peut enfin être analysé dans un cadre scientifique. Nous savons que les gens ont de telles expériences en l'absence de psychédéliques, mais dans ces conditions spéciales, nous pouvons occasionner ces expériences avec une très forte probabilité et cela ouvre la voie à l'interrogation par la méthode scientifique. Donc nous pouvons maintenant poser des questions sur la nature de ces expériences et les changements profonds qui, jusqu'à présent, ne pouvaient pas être posés parce que nous ne comprenions pas quel processus ou quelles conditions optimisent la probabilité de ces expériences. La technologie scientifique ayant considérablement progressé depuis les études de Harvard en 1960, les effets de la psilocybine sur le cerveau sont beaucoup mieux compris aujourd'hui, avec la déstabilisation du réseau de mode par défaut dans le cerveau, entraînant un changement radical de la communication interneuronale. Nous avons un aperçu des fonctions du cerveau qui sont à l'origine de traumatismes dans le corps. La plupart des maladies physiologiques qui ont été conditionnées en nous sont considérées comme une communication malsaine entre les régions du cerveau. Lorsque quelqu'un a la possibilité de voir sa vie, ses croyances, son monde et les interactions entre eux dans une perspective nouvelle et impartiale, comme le font souvent les psychédéliques, il semble que l'intelligence innée de l'être humain puisse identifier l'erreur de communication et ramener les processus neurochimiques en équilibre, alors que la plupart des médicaments pharmaceutiques ne s'attachent qu'aux symptômes et la plupart du temps ne font que les masquer. On constate que la psilocybine s'attaque à la source de ces symptômes, provoquant un effet d'entraînement durable dans tous les domaines de la vie. Je pense que la caractéristique la plus intéressante n'est pas que ces drogues produisent ces effets marquants et aigus, mais que ces effets sont mémorisés et ils deviennent des points d'attribution pour lesquels les gens disent « Vous savez, je me souviens de cette expérience tous les jours, ma vie a changé grâce à elle, mes attitudes ont changé à cause d'elle. » Nous n'avons vraiment, à ce stade, que le plus faible soupçon de quel type de réseau, quel type de processus cérébral sont modifiés, quels sont exactement les réseaux impliqués et comment ils interagissent est encore largement un mystère pour nous.
Peut-être que la science est encore incapable de cartographier définitivement la base neurologique de la psilocybine, mais de nouvelles avancées sont constatées dans notre compréhension des effets de ces champignons sur le cerveau. Pendant ce temps, pour parvenir à la transformation de l'esprit et aux expériences de vie qu'ils permettent, les gens ont été laissés à des méthodes secrètes pour mettre la main sur eux, gardant en vie ce vieux sacrement et son utilisation chamanique dans les caves et les souterrains. Les champignons recolonisent le monde en ce moment, un sous-sol à la fois. Beaucoup de gens cultivent ce médicament, l'utilisent avec une intention sacrée et n'en parlent pas beaucoup. C'est une expérience très personnelle pour eux. Les gens cultivent les champignons à la fois pour de grandes expériences spirituelles transpersonnelles. Mais les gens cultivent aussi principalement ce médicament pour le microdosage et utilisent des doses incroyablement faibles de psilocybine assez régulièrement pour le traitement de la dépression et de l'anxiété pour fournir un peu plus d'énergie que ce qu'ils auraient normalement. Le microdosage de plantes psychédéliques a été popularisé principalement par le Dr James Fadiman, qui après 40 ans d'expérience a appelé cette dose presque imperceptible une quantité permettant de résoudre les problèmes, alors que les doses modérées sont efficaces pour la thérapie et des doses élevées pour la spiritualité. Et à cause de cela, le phénomène s'est récemment retrouvé dans des endroits improbables, comme dans les bureaux de la Silicon Valley ou d'autres professions analytiques. Beaucoup d'ingénieurs en logiciel, moi y compris, ont tendance à être victimes de la pensée contrainte. Nous pensons très logiquement et analytiquement, du style « c'est comme ça et pas autrement ». Vous savez, vous commencez à voir le code partout. Mais les psychédéliques prennent tous ces mécanismes et les mettent en pièces. Vous vous retrouvez à vous dire « oh mon Dieu, je ne sais plus vraiment ce que je sais en fait ». Et cela peut être vraiment difficile et vraiment étonnant. Avec l'ingénierie, la tendance est de rester bloqué sur un problème. Vous savez, peut-être que c'est une solution d'ingénierie, impossible de penser à quoi que ce soit d'autre. Alors je m'assieds dessus et puis soudain, je peux presque voir le problème sur lequel je travaille en 3 dimensions. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si mes yeux étaient fermés ou autres, et je le vois d'une nouvelle façon. Le dosage est le moyen le plus sûr de changer radicalement les effets obtenus avec les champignons psychédéliques. Terence McKenna est connu pour avoir catégorisé ce qu'il appelle la dose héroïque, à 5 ou parfois 5,5 grammes. Pour la plupart des gens, il s'agit d'une quantité suffisante pour provoquer une expérience spirituelle. Le psychologue et auteur Rick Strassman, en dehors de ses célèbres recherches sur le DMT, a également administré de la psilocybine à des volontaires dans une étude moins connue. Les types de doses de psilocybine, qui sont maintenant appelées élevées, étaient juste à peine au seuil psychédélique chez nos volontaires. Notre dernière grande dose de psilocybine, si nous avions poursuivi les études, aurait été 2 fois plus élevée que ce qui est considéré comme une dose élevée maintenant. Donc c'est la principale conclusion. Nous avons juste poussé la dose plus que quiconque ne l'a jamais fait. Les doses dans les études du Dr Strassman étaient supérieures à 8 grammes. C'est presque 2 fois plus que la dose héroïque de Terence McKenna. Maintenant, nous savons que la probabilité d'avoir des expériences marquantes augmente en fonction de la dose. Mais la probabilité d'avoir des expériences difficiles augmente également en fonction de la dose. Je devrais dire que très souvent, ce sont ces expériences profondément inconfortables qui fournissent une fenêtre d'opportunité à travers laquelle, si des gens la comprennent et passent à travers, s'ouvriront à des expériences plus grandes. Ainsi, très souvent, les expériences que les gens décriront par la suite comme ayant été difficiles sont parmi les plus intéressantes et les plus significatives. Le traumatisme est généralement profondément inconfortable au moment où il survient, car il s'agit d'une expérience trop intense ou complexe pour être traitée en une seule fois. La mémoire est donc stockée dans la neurologie et les tissus du corps, attendant un moment pour refaire surface et continuer à être traitée, afin qu'elle puisse finalement être abandonnée. C'est peut-être pour cela que ces doses plus importantes sont utiles. Elles déstabilisent les processus habituels du cerveau, qui servent probablement à distraire et à supprimer les traumatismes et les aspects indésirables de la psyché. Mais une fois que cette accoutumance neuronale est déstabilisée,
L'intelligence de guérison naturelle de l'être humain passe en mode nettoyage et les vieilles blessures sont traitées. Mais qu'est-ce qui se passe au-delà de ces choses? Il y a des témoignages de Kilindi Iyi, un instructeur d'arts martiaux et mycologue, qui prend régulièrement plus de 30 grammes en une fois, soit 6 fois la dose héroïque. L'expérience, comme il l'a publiquement noté, est au-delà du langage, au-delà des 5 sens, et profondément ancrée dans un monde de symbolisme et de forces primitives qui oblitèrent les concepts de l'espace-temps. À ces doses astronomiques, il a mentionné que le décor et le cadre ont moins d'impact sur le voyage à venir. Les doses plus élevées deviennent moins thérapeutiques et beaucoup plus mystiques. L'expérience mystique peut être profondément transformatrice. Cependant, l'expérience d'une telle intensité peut également être traumatisante pour les personnes non formées ou non initiées, ce qui va à l'encontre de l'objectif des doses thérapeutiques. Dans la hiérarchie des besoins de Maslow, le sentiment de sécurité vient juste après la nourriture, l'eau, la chaleur et le repos. Et vous pouvez être sûr que la plupart de ces besoins ne seront pas satisfaits par des doses plus élevées de psilocybine. Un enfant qui entre dans ce monde s'accroche instantanément à la prévisibilité et aux sources de sécurité et de subsistance que sont ses parents, son environnement et sa culture. Tout ce qui est différent provoque l'anxiété, la peur et finalement le traumatisme. Les champignons à psilocybine, même à des doses modérées de 3 à 4 grammes, tendent à dissoudre notre emprise sur ces besoins. 5 à 8 grammes repoussent cette limite jusqu'à la limite du consensus de ce qui est tolérable par la santé mentale. Certains pensent que rien de valable ne se trouve au-delà de cette limite, que rien de ce qui est là-bas ne peut être ramené ici et avoir un sens. Mais comme nous le voyons avec les psychonautes du DMT, ou certains initiés des écoles des mystères comme Éleusis, repousser les limites est le nom du jeu. S'aventurer là où personne n'est allé avant est né dans la nature même de certains chercheurs. Beaucoup croient que la psilocybine offre à l'initié ou au volontaire l'opportunité de faire l'expérience de la mort et d'en revenir. Ce travail avec la psilocybine et les expériences émergentes de réorganisation qui en découlent correspondent profondément à mon propre intérêt et à mon désir de comprendre la nature de la conscience. Je veux dire qu'il me semble que la question fondamentale à laquelle nous sommes confrontés en tant qu'humains est « Que faisons-nous vraiment ici ? Comment se fait-il que nous soyons dans cet océan de conscience ? Qu'est-ce qui se passe vraiment ici ? Que se passe-t-il lorsque nous mourrons ? Comment tout ce phénomène a-t-il pu se produire ? Ce sont les questions existentielles de la vie. Et personnellement, je ne peux pas penser à quelque chose de plus intéressant et intrigant. Je pense que la psilocybine et le travail avec ses composés fournit une porte unique pour l'exploration de ce genre d'expérience. Alors que la science se projette dans le futur, avec de nouvelles technologies pour étudier les anciennes méthodologies de guérison et de transformation spirituelle, sommes-nous enfin sur le point de comprendre ces substances psychédéliques et leurs effets uniques sur la conscience humaine et la neurochimie? Si la psilocybine est le plus ancien psychédélique classique, avec une utilisation chamanique répandue, peut-être sommes-nous au milieu d'un renouveau des anciens mystères d'Éleusis. Et peut-être ces mystères seront-ils enfin décodés et répandus. Une médecine à grande échelle fortement supprimée, diabolisée et incomprise, enfin de retour dans les mains de ceux qui ont l'intention de guérir les maux du monde et de voyager dans l'inconnu. Si vous souhaitez soutenir mon travail pour me permettre de le poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner, partager, rediffuser cette vidéo et à faire un don sur Tipeee ou Liberapay, car l'intégralité de mes contenus sont et resteront gratuits. Je ne peux donc pas continuer sans votre soutien. Merci à tous et à très bientôt.